Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière émission spéciale Coupe du Monde d'Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Cette semaine, bien sûr, on évoque France-Argentine en finale. Qui va gagner? Découvrez tout de suite l'émission pour le savoir. Et forcément, pour ce faire, on va recevoir un invité très spécial. Il est encore joueur professionnel, même s'il évolue dans le milieu du football. Il fait partie de la famille des enfants terribles. Et oui, il est avec nous, François Compagnie. Comment ça va, mon François? Bien, toi. Je suis super content de te recevoir dans Unibet Clubhouse. Ça me fait vraiment plaisir. Bonjour, Quentin. Salut, Sacha. Ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va. On va faire un petit round-up là, tranquillement, pour se chauffer un peu sur tous les débats qui arrivent. Forcément, on va se servir un peu de l'énergie. Vous avez regardé les matchs, vous avez ressenti un petit peu les trucs. François, si tu dois définir cette Coupe du Monde, tu dis quoi? Beaucoup de polémiques au début et ça finit en beauté. Beaucoup de polémiques. C'est vrai qu'elle a été très décriée, cette Coupe du Monde. Et au final, on a tendance à penser, en tout cas beaucoup d'observateurs disent ça, que ça peut être l'une des plus belles de l'histoire du foot, en fait. Moi, plus belle, je sais pas, mais l'organisation était top à la fin. Car quand on regarde dès le début, avant même le premier match, déjà ça commençait, la police n'est pas prête, les hôtels sont pas prêts, cela. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens ont eu des appréhensions très négatives pour cette Coupe du Monde, dû au fait peut-être du contexte politique qui était un peu, à la fin, on parle moins de foot, mais plus de politique. Et je pense que ça a failli faire en sorte que cette Coupe du Monde soit un grand échec. Ouais, c'est vrai que c'était délicat au début. Énormément aussi de lobby pro, mais aussi contre le Qatar. Et au final, ce qui nous intéresse plus, Quentin, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est sûr. Ouais. Quels événements, quel suspense, quelle Coupe du Monde à ce niveau-là aussi. Beaucoup de surprises, hein. Moi, je dirais même inoubliable. Si je devais dire un mot pour cette Coupe du Monde, c'est inoubliable parce que déjà, on n'a pas l'habitude de regarder la Coupe du Monde avec son sapin de Noël à côté. Ça change. On rentre, il fait froid. Là, on est au chaud. Justement, c'est l'avantage. On rentre un petit chocolat chaud et tout. Ça change de regarder avec un barbecue avec des potes. Ouais. Donc, franchement, ça change. Ouais. Je sais pas si je préférerais, parce que c'est vrai que c'est une autre ambiance d'aller voir à l'extérieur avec plein de monde et tout. C'est une autre ambiance, c'est plus convivial. Je veux dire, là, c'est plus le cercle d'amis qu'ici, je veux dire, ça va plus être familial et tout, plus comité restreint pour regarder la Coupe du Monde. Mais je veux dire, ça change. Mais ouais, c'est sûr que ça reste quand même mieux l'été. Je dirais que ça reste quand même mieux l'été, mais ça change. Mais surtout, inoubliable aussi pour les surprises. Ouais. C'est la première fois qu'on a eu un club africain en demi-finale. C'est la première fois qu'on va voir aussi, je pense, un pays qui la gagne de suite. Et pour revenir sur les Diables Rouges, François, la première fois aussi on voit clairement que le groupe de la mort, c'était le groupe de la Belgique. Parce que les deux équipes qui ont abattu comment alors que je fais tomber mes fiches ici, une a battu bien sûr la Belgique et l'autre a fait match nul. Elles sont toutes les deux arrivées en demi-finale. Ça veut aussi dire quelque chose, ça. Ouais, mais tu dis le groupe de la mort, c'est-à-dire que la Belgique et le Canada, ils allaient arriver où s'ils passaient le groupe? Peut-être non, que c'est la la Belgique question, aurait parce pu que le être groupe de là. la mort, normalement, c'est quand il y a vraiment 4 grosses écuries. Et bon, le Canada, je pense pas que... Certes, le Canada est une grosse équipe en devenir, qui m'a impressionné, je m'attendais pas à un tel niveau. Mais la Belgique, quand on regarde tous les problèmes qu'il y a eu avant, le fait que le peuple belge ne soit plus vraiment derrière les diables, la presse font que descendre, cherche des problèmes, crée des tensions dans le vestiaire, est-ce que la Belgique aurait pu faire une belle Coupe du Monde? C'est vrai que c'était effectivement une question de cassure, de césure, peut-être de popularité. On dit que c'est encore une grosse marque, la marque Belgique, mais il faut quand même retrouver cette union en fait, Quentin. Les gens n'étaient pas habitués en fait. Les gens, ils ont connu la Belgique de 2018, ils ont connu la Belgique qui faisait quasi que gagner tous ces matchs. Donc là, ils voient une Belgique qui déçoit aussi dans le jeu, qui déçoit dans le résultat. Donc les gens, ils en demandent plus, ils en demandent trop. Ils ont connu la victoire, ils veulent plus connaître que ça. C'est pas un peuple, je veux dire, ici, je parle sur le court terme, parce qu'on connaît bien sûr sur le long terme comment c'était avant. Mais sur le court terme, ils ont connu, ça gagnait tout. Si ça perdait c'était contre la France, ça a perdu d'un goal d'une petite de la tête, ça perdait vraiment de peu. Donc ici, ils attendaient vraiment quelque chose et donc ils étaient vraiment déçus parce que ici, on est vraiment passé de tout, pas à rien, mais tout à vraiment moins bien. Ouais. Et donc c'est pour ça que les gens, ils ont été. Les gens sont restés en mode. Ils ont cru que c'était le même effectif qu'il y a 4 ans, alors que non. Il y a déjà des joueurs qui ont 4 ans de plus, certes, malheureusement, même si on les a critiqués le plus. Le dernier match, pour moi, Vertonghen était un des meilleurs sur le terrain. Pourtant, avant, il y avait des gens qui parlaient qu'il ne devait pas être repris, qu'il n'avait pas sa place dans le 11 de base et tout.
Déjà, même quand on commence déjà comme ça à créer des problèmes, comment tu veux que l'équipe soit performante? Comment tu veux que ça ne crée pas de tension dans le vestiaire si partout dans les journaux, tu vois tel joueur ne doit pas jouer, tel joueur ne doit pas jouer, et que finalement, toi, tu es sur le banc en train de regarder ce joueur jouer. Ouais. Dans ta tête, que tu ne le vois pas inconsciemment, ça crée une certaine peut-être colère en toi, et ça se ressent sur le terrain. Après, c'est quand même... cette Coupe du Monde pour la Belgique a quand même reflété le besoin de fraîcheur. Cette équipe a besoin d'un élan nouveau. Parce que pour moi, il n'y a plus le même collectif. Il y avait une ambiance en 2018 qui ici, il n'y a plus en 2022. On l'a bien vu après le match tout simplement en Égypte. Je pense que c'est Timothy Castagne qui le dit en interview. Il n'y a pas de communication sur le terrain. On ne se parle pas. Et ça, c'est la base. Regarde le Maroc. C'est un groupe, c'est un effectif, c'est une communication. Ça joue l'un pour l'autre, ça mouille le maillot. Ici, cette année, on n'a pas eu ça, je suis désolé. Après, on parle de renouveau, c'est le temps aussi. Pas oublier, on est un petit pays. On aura encore des belles années à venir. Mais on n'a pas un vivier large comme le Brésil. C'est intéressant, on en discutait juste ici en off, tu me dis, on n'a plus de De Bruyne. Ouais, voilà, on n'a plus de De Bruyne d'ici, il faut attendre. De Bruyne ne s'est pas fait en un an. De Bruyne a suivi un parcours, les parties de Genk à Chelsea, ça a été difficile, les parties vers l'Allemagne, il est monté petit à petit, laissons le temps aux jeunes de monter, et il faudra simplement prendre son mal en patience. Tu peux pas espérer avoir du jour au lendemain un De Bruyne qui arrive, un Kompany qui arrive, un Alderweireld qui arrive. Il faut laisser le temps. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. On n'a plus ton frère aussi. Ouais, mais on n'a pas mon frère. Mais après, que ce soit Vincent, certes, était important, mais n'était pas... Et la Belgique a gagné beaucoup de matchs sans lui. Ouais, mais Vincent, il apportait aussi une présence, surtout aussi hors du terrain. Ouais. Une prestance aussi, une prestance, que ce soit pour l'image de l'équipe nationale belge et tout. Mais la Belgique a gagné beaucoup de matchs sans Vincent aussi. Oui, mais quelle personnalité, c'est ouais, ça que la personnalité, ouais, la personnalité, mais... T'inquiète pas, Romelu aussi, il a de la personnalité. Hein. Ouais. Moi, personnellement, pour moi, Romelu est le digne successeur de Vincent. Oui, un des joueurs d'ailleurs les plus intelligents, même dans son processus de réflexion avec Vincent Kompany à l'époque en 2018, 2014 aussi. C'est des joueurs qui sont intelligents, qui ne passent pas que le talent par les pieds, ça passe aussi par la tête. Ouais, il est engagé dans beaucoup de choses hors du foot. C'est comme Vincent, c'est quelqu'un qui... Le foot est pour l'instant la partie la plus importante de sa vie, hormis la famille. Mais il est ouvert à beaucoup d'autres choses, il s'instruit, c'est une personne très cultivée et ça, dans un vestiaire, tu as besoin de gens comme ça aussi, qui savent aussi parler d'autres choses que de foot et réfléchir différemment. Nous, on va parler de football, hein, forcément. On va démarrer ce que oui, que non, que oui, que non. Vous connaissez l'adage. Messieurs, c'est assez facile, oui ou non. Et puis derrière, ça enclenche un débat. 3 questions aujourd'hui, forcément. Et si c'est ni oui ni non? Et si c'est oui ni non, tu es obligé de dire oui ou non quand même. Et puis après, tu nuances dans les débats. Voilà, tu nuances et t'en profiteras pour débattre avec un autre enfant terrible qui est notre ami Quentin. Alors, tous deux décisifs en phase à élimination directe, peut-on faire un parallèle entre la Coupe du Monde de Lionel Messi en 2022 et celle de Diego Maradona en 1986? Oui ou non? Je n'étais pas né. 86. Non, mais on va le rappeler. Non, mais... Oui, s'il la gagne. Oui, s'il la gagne, donc oui. Bien sûr, 86, El Pibe de Oro, la main en or, oui. Il dépasse et il... Moi, je dirais oui. Pardon? Moi, je dis oui à ta Tu question. dis oui. Allez, c'est super. Ouais. Oui? Ouais, allez, ouais, c'est parti. Bon, comme je le disais, bien sûr, vous connaissez ce match Argentine-Angleterre où Maradona passe tout le monde et le gardien et il arrive à faire son truc magique. Donc, on s'intéressera aussi à savoir si Messi a été aussi fort que Maradona l'a été en 86. Maradona qui avait marché complètement sur l'équipe de Belgique en 86 en demi-finale aussi. L'Albi Céleste peut-elle tomber dans le piège de la super efficacité des Bleus? Je pense que oui. Oui. Le Maroc a-t-il suffisamment d'énergie pour jouer et gagner la petite finale? Oui. Oui. Allez, c'est bien, il n'y a pas de débat, magnifique, au revoir. Non, bien sûr. On s'intéresse à Lionel Messi, absolument exceptionnel. On en discutait ensemble pendant le match, on a échangé. Tu me dis, il fait déjà partie des prétendants pour le Ballon d'Or. Moi, je pense que cette Coupe du Monde reste décisive pour qui va gagner le Ballon d'Or. Si la saison continue comme ça en club, comme sont occupés Messi et Mbappé, ça va jouer entre Messi et Mbappé. Et malheureusement, étant donné qu'ils jouent dans le même club, ils auront les mêmes trophées en fin d'année. Donc, il y a que la Coupe du Monde va pouvoir les départager, à mon avis. Ouais, donc, il y a vraiment cette... bien sûr, cette saison au Paris Saint-Germain qui doit continuer. On verra dans quelle situation, parce que alors que tout le monde rit avec l'Argentine et la France, ça pleure avec le Brésil, Neymar et Marquinhos. Donc du coup, forcément, ça sera un peu compliqué peut-être d'aller chercher la Ligue des Champions. Donc
je dirais que l'argument de François est ici encore plus fort, Quentin. Faudra aussi surtout voir s'ils arrivent à éliminer le Bayern en huitième de finale. Parce que même si tu gagnes la Coupe du Monde, que tu es sorti en huitième de finale de Ligue des Champions, ça peut aussi peser si, imaginons, que celui qui gagne la Ligue des Champions soit un finaliste ou aussi un autre vainqueur de Coupe du Monde. Pourquoi pas? Ça peut également peser. C'est comme le Bayern de Munich qu'ils affrontent. Il n'y a pas Neuer, donc à voir aussi ce qu'ils vont trouver comme gardien remplaçant pour Neuer. Et tu verrais qui en lice? Pour le Ballon d'Or? Ouais. Ouais, comme ça, c'est dur à dire. Comme je t'ai dit, il faudra voir aussi le vainqueur de la Ligue des Champions. Le Ballon d'Or, c'est encore dans longtemps. Hein. Ouais, on vient seulement ici d'avoir Benzema. Donc, on va dire que Benzema, là, il est parti pour pas mal de... Je pense que cette saison, il va plus trop jouer. Oh, Benzema ne l'aura pas. Benzema, pour moi, est clairement pas un prétendant pour le futur Ballon d'Or, ça c'est sûr. Après, faudra vraiment voir. C'est Jamal Musiala, parce qu'il faut dire une réalité aussi, le Ballon d'Or, à mes yeux, et je pense que ça s'est vu dans les années, surtout il y a 2 ans, c'est pas toujours le meilleur joueur qui gagne. C'est celui-là qui a la plus grande cote de popularité qui gagne. Hein. Ouais. C'est de la politique. Ouais, quand tu regardes Messi, quand le dernier Ballon d'Or, moi je suis fan de Messi, mais pour moi c'était pas le plus méritant, son dernier Ballon d'Or. C'est pour ça que pour moi, peut-être que même s'il perd en finale, mais qui va loin avec le PSG, même si Mbappé gagne la Coupe du Monde, ils peuvent le donner à Messi, sachant que ça va sûrement être la dernière occasion à Messi. Justement, tu dis que c'est politique. Et justement, pour moi, ça va peut-être être la dernière occasion à Messi de l'avoir. Ça va juste aussi rentrer dans l'histoire, encore un Ballon d'Or et tout, avant de partir, qui sait ailleurs. C'est peut-être sa dernière année. Donc Messi, Ballon d'Or, il y a moyen. Donc j'ai cru comprendre aussi que vous ne m'aideriez pas sur le parallèle Messi-Maradona, mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire, mais quand on regarde l'histoire, c'est quand même incroyable. Il y a beaucoup de parallélisme quand même entre la manière dont Lionel Messi est porté au nu par le peuple argentin et ce que Diego Maradona représentait aux yeux des gens. Moi, je pense pas. Tu penses que c'est différent? Ouais, je pense que c'est différent parce que aussi Maradona avait une image publique différente. Il avait une image de bad boy, de ceci, cela. Et des gens aiment ce genre de personnage. Donc la tâche est encore différente, je pense. Je pense que la tâche qu'ils avaient pour Maradona était encore plus grande que pour Messi. Mais est-ce que s'il gagne là, ça va le faire rentrer dans le cœur des gens? Il est déjà dans le cœur. Hein, il est déjà dans le cœur. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais Maradona avait ce petit truc de plus de mauvais garçon de la rue. Donc il touchait les gens de la rue étaient beaucoup plus touchés par un personnage comme Messi que par Maradona, par Messi. Ouais. Ça se revoit bien. Regarde Benzema. Il est idolâtré dans les cités parce qu'il sort des cités. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant je dirais ce lien que tu fais. Après, il y a aussi je dirais cet aspect personnalité, le fait de savoir s'exprimer, extérioriser. Ça a toujours été le gros problème de Lionel Messi. On découvre un autre Messi là pour le moment avec la Coupe du Monde. Hein. Ouais. Quand la petite réponse à Van Gaal en lien avec l'histoire comme quoi il a fait ça. Ouais, ça parce que c'était qui? C'était allez, le milieu de terrain, Riquelme. C'était Riquelme qui avait justement, Van Gaal qui avait un peu, on va dire, détruit un peu quand il avait joué. Et donc, il avait justement fait ça. Et là, pour rendre hommage à Riquelme, il allait faire la même célébration devant Van Gaal en hommage à ça. Il y avait même la même chose avec Chicharito, du Mexique. Mais Van Gaal n'aime pas trop les joueurs, les joueurs techniques. Il a une image beaucoup moins lisse qu'avant la Coupe du Monde. Ouais, ici, il se rebelle un peu et tout. Et puis même, on le voit quand on l'a vu, c'était contre l'Australie même. Comment il a fêté la victoire. Parce qu'ils avaient gagné juste à la fin avec l'arrêt et tout de Emiliano Martinez. Et la façon dont il a fêté la victoire, qu'il a dansé, qu'il a chanté avec les publics et tout, qu'alors d'habitude on le voit beaucoup plus renfermé. Mais je pense qu'il vit la Coupe du Monde différemment. Oui. Il sait que c'est sa dernière Coupe du Monde. Il se sent libéré. Il se sent libéré là, et que pour là, il a tout à gagner, plus rien à perdre. C'est ça. Qu'avant, il se disait toujours, bon, la prochaine, maintenant c'est tout à gagner. Qu'il se donne à fond, il profite à 100%. Et aussi, je pense que les émotions prennent le dessus. Ce qu'il n'y avait pas avec Messi. Messi a toujours été quelqu'un qui a toujours réussi à contrôler ses émotions en public. Et là, quand on voit l'interview d'après-match, il commence à s'énerver je sais pas, je pense que les Pays-Bas. C'est ça. Après les Pays-Bas, comme il s'énerve en pleine interview en direct. J'ai jamais vu ça de Messi. Qui a insulté comme ça en direct devant des millions d'Argentins, parce que c'était la télévision argentine qui l'interviewait. C'est évidemment très, très étonnant, mais on le sent... Voilà, comme si c'était vraiment son dernier moment. Ouais. Et après, quelque part, ça ne va plus exister. On sait déjà que en fin de saison, il pourrait rejoindre le club de Miami en MLS. Donc, il y a déjà aussi peut-être dans son esprit le fait de terminer, aller au bout de son plus grand défi, qui est l'Argentine et après derrière peut-être la Ligue des Champions avec le PSG. Mais qu'est-ce que ça vaut dans l'esprit de Lionel Messi à côté de ce qu'il peut faire, dimanche, quoi. Que moi, justement, ce que je me dis. Après, je pense à tête. Hein. Moi, je vois même la possibilité que s'il gagne la Coupe du Monde, qu'il raccroche ses crampons. Il n'aura plus rien à montrer, il aura tout atteint. Et je pense que financièrement, c'est pas le contrat Miami qui va mettre sa famille à l'abri. Hein.
Ce serait exceptionnel. Ouais. Ce serait la plus belle Sortir sur une belle note. Ouais, ce hein. serait la plus belle façon de sortir. Ouais. Sortir Wow. Ballon d'or, Coupe du Monde la même année. Au revoir les amis. C'est fait agréable. Ouais, c'est vrai que franchement, Rika, tu m'en parles, ça me fait quelque chose. Je me dis, waouh, ce serait sortir comme un géant. Personne n'aurait jamais fait ça, en fait. Même, si, Zidane, mais Zidane l'avait perdu. Zidane est sorti, a quitté le monde du football après ce fameux coup de boule. Ouais. On espère bien sûr que pour les amis français, ça ne se passera pas comme ça au final. Justement, on va parler de la France. L'Albi Céleste peut-elle tomber dans le piège de la super efficacité des Bleus? Vous m'avez tous les deux dit oui. Elle fait peur, cette équipe de France. Quand tu regardes défensivement, ça tient. Hein. Ils arrivent à assumer les vagues. Après, quand ça part en contre, c'est là que c'est fort. Ça va du 2000. Hein. Ouais. Et surtout Griezmann, pour moi, c'est la meilleure Coupe du Monde que j'ai vue de Griezmann jusqu'à présent. Même le nouveau poste, quand on l'a descendu un peu plus bas, ça lui va à merveille. Hein. Pour moi, c'est le meilleur joueur à la Coupe du Monde. Chez les Français, c'est lui, hein, c'est Griezmann. Ouais. Certains disent meilleur joueur du tournoi, Quentin. C'est lui et Messi pour moi, les deux meilleurs joueurs du tournoi. Et ça va justement se décider sur la finale qui remportera ce trophée. Mais clairement, de la France, même si j'adore Mbappé et qu'il est très très fort et il est encore incroyable, encore vu le deuxième goal, ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais pour moi, Griezmann, le travail défensif qu'on le voyait encore ici contre le dernier match ici contre les Marocains, tout le travail défensif, on le voyait, il était des fois à côté de Loris. Il faisait les tacles, il était partout, encore offensivement après. Donc franchement, sa Coupe du Monde, c'est incroyable. Il n'y a pas eu un mauvais match, je trouve. Alors que Messi, il y en a quand même eu un. Donc ça va vraiment entre lui et Messi pour la finale, mais incroyable sa Coupe du Monde. Il y a un mot qui symbolise Griezmann, c'est dedication. Le fait de dédier complètement je dirais même sa vie de footballeur à l'équipe de France. Quand il est en équipe de France, c'est pas le même footballeur. Est-ce que toi tu as déjà vu ça dans d'autres sélections avec d'autres joueurs? Souvent c'est dans le sens inverse. Ouais. Souvent dans la majorité des cas c'est le sens inverse. Des grands joueurs en club et en équipe nationale ils sont limite méconnaissables. Et aussi moi ce qui m'impressionne c'est surtout mentalement comment il a dû être fort parce que quand même à Barcelone ils lui en ont fait voir de toutes les couleurs. Mentalement, ils ont essayé de le faire craquer. Puis il est retourné dans son club à Madrid, là où il y avait des trucs avec des clauses. Il peut pas jouer plus de temps, de minutes par match. Tout ça mentalement. Et il arrive à la Coupe du Monde et être un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Après pendant 2 ans quand même avoir galéré, c'est magnifique, je trouve. Et avec tout ce qu'on a dit sur Griezmann, tu vois la France gagner la Coupe du Monde? Je pense que quand on arrive en finale, c'est kiff-kiff, tout le monde peut gagner. Une fois qu'on arrive en finale, c'est un match, il n'y a pas d'aller-retour, donc je pense que ça dépendra de celui-là qui sera plus en forme, qui va gagner le match. Ok. Ouais, moi je vois la France quand même au-dessus de l'Argentine. Le problème, c'est le secteur défensif de la France. On l'a vu contre les Marocains, je veux dire le premier gros quart d'heure, voire les 20 minutes de la deuxième mi-temps, les Marocains ont énormément poussé. Ils ont eu énormément d'occasions, c'est parce qu'il leur manquait un vrai neuf. Ici, il y a quand même Julian Alvarez de l'Argentine qui presse très 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 bien. T'as Messi qui sera là aussi pour aussi faire la différence. Donc pour moi, ça risque d'être beaucoup plus serré. Mais je vois quand même la France parce que l'Argentine va pousser contre-attaque. La défense de l'Argentine, c'est pas non plus incroyable, surtout sur les côtés. Donc Otamendi fait quand même une grosse Coupe du Monde. C'est pour ça que je dis sur les côtés. C'est pour ça que je dis sur les côtés. Et donc pour moi, Mbappé. Par contre, Ousmane Dembélé, grosse déception. Donc oui, ça va aussi être un duel j'allais dire oui, bien sûr, Ousmane Dembélé, un joueur qui défend plus qu'il n'attaque, alors qu'au au Barça, pardon, il attaquait plus qu'il ne défendait. C'est quand même assez et même beaucoup étrange. Et tout, Je pense qu'on avait tous des grandes attentes pour cette Coupe du Monde. Moi, j'étais impatient de voir Ousmane à l'œuvre. Et il y a une telle différence de niveau et d'impact entre Mbappé et Ousmane que tu dis c'est pas normal, il y a un problème. Ouais. Et tout vient du côté d'Mbappé. Ousmane ne fait pas un débordement dangereux. Non. Et Mbappé, dès qu'il a le ballon, tu vois toute la défense qui se met à reculer. Alors que normalement, Ousmane serait censé peut-être. C'est pas le même joueur que Mbappé, mais devrait avoir un impact quand même qui se rapproche d'Mbappé. Et là, rien du tout. Mbappé, qui, quand le niveau s'est élevé face à l'Angleterre et le Maroc, a moins été présent. Il n'a pas marqué, il n'a pas été impliqué quand même sur les 2 buts marocains, bien sûr. Mais Kylian Mbappé, buteur ex aequo au moment où on se parle avec Lionel Messi, donc ça va encore se jouer. Est-ce qu'il a est-ce qu'il a vraiment cette espèce de prédominance, cette dépendance sur le niveau de l'équipe de France? Parce qu'on l'a vu contre les Marocains, il n'a pas spécialement été bon, l'équipe de France a gagné. Moi, je pense que un joueur comme Mbappé fait la différence, même quand il n'est pas dans le match, c'est que dès qu'il a le ballon, toute la défense s'organise pour bloquer Mbappé. Parce que c'est un joueur, à lui tout seul, il peut te faire 40 mètres, aller marquer le ballon. Donc tu vois qu'il monopolise à lui tout seul au moins toujours 2 joueurs.
contre l'Angleterre, c'était le cas. Il y avait toujours 2 joueurs sur lui. Kyle courait avec. C'est qui jouait devant Kyle Walker? C'était pas Foden. Et Bukayo Saka. Ouais, Saka. Qui redescendait plusieurs fois plus bas pour simplement, au cas où Mbappé veut mettre son coup d'arrêt, ben derrière il se fait percuter. Donc tu vois que c'est des joueurs, grâce à eux, des joueurs comme ça crée de l'espace pour d'autres joueurs. Ouais, c'est intéressant. Et que Ousmane, pour l'instant, tous les matchs contre le Maroc, c'est toujours du 1 contre 1. En 1 contre 1, il faisait quoi? Il avançait, il revenait en arrière, il faisait une passe. C'est vrai qu'il revenait toujours en retrait et ça marque aussi la différence, comme tu le disais, entre différents types de joueurs, différents calibres justement de joueurs et puis d'équipes. Et justement, en parlant de ça, on va faire la transition. On va parler de Maroc-Croatie. Et je disais, voilà, est-ce que le Maroc a suffisamment d'énergie pour jouer et gagner cette petite finale face à la Croatie? On les sent éreintés, on les sent complètement blessés aussi pour la plupart. Il faut savoir, je vous donne une petite info ici dans le Clubhouse, qu'il y avait 6 joueurs avant de démarrer le quart de finale gagnés face au Portugal qui étaient blessés, qui ont démarré la rencontre. Aujourd'hui, les joueurs, ils peuvent plus se cacher. Ils le sont et tout le monde voit qui sont les blessés. Romain Saïs, Naïf Aguerd, Mazraoui, Amala. Il y a pléthore de blessés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change l'équipe, François? Est-ce qu'on change cette équipe? Est-ce qu'on renouvelle? Et même si on fait pas jouer les titulaires, on tente avec d'autres joueurs, quitte à perdre, mais au moins, on aura fait jouer d'autres types de joueurs et on aura misé sur la fraîcheur, ou on met quand même des joueurs qui seront pas à 100%. C'est compliqué à dire. Je vais pas te mentir, l'effectif du Maroc, je le connais pas. Je connais les titulaires, mais tous les joueurs qui jouent dans les clubs locaux, Ouais. je ne serais pas jugé leur niveau de ça. C'est compliqué. Etc., ouais. C'est compliqué à ce niveau-là. Mais moi, je vois le Maroc faire une belle chose parce que ils ont une motivation qui est, je sais pas comment dire, mais là pour l'instant, c'est le plus beau moment de leur vie. Tout le peuple est derrière eux, il y a une excitation, tout se passe, tout va dans leur sens. Et je pense que, quitte à jouer blessé, ils vont se dire, ils sont prêts à se blesser pendant 3-4 mois, simplement pour vivre ce dernier moment et essayer de ramener cette médaille à la maison. Je pense que moi, je vois le Maroc arriver là-bas et faire un beau truc. Comme la Belgique en 2018, un bon barbecue pour oublier la France et puis on gagne 3-0. Après, je pense que dans toute logique, ils ont pleuré pendant 15-20 minutes. Après un moment, ils ont dû réaliser aussi la grandeur de ce qu'ils ont fait, la grandeur qu'ils ont abouti. Ouais. Premier club africain, c'était tout un continent derrière eux, tout un continent qui est fier d'eux. Donc je peux comprendre que sur le moment même, ça fasse mal. Après, il faut être fier. Comme on a vu les Belges quand ils sont revenus en Belgique, ils ont fêté ça, la 3e place. Ils ont pleuré pendant 15-20 minutes, mais à un moment, ils ont réalisé que les gars, on est un petit pays de 10 millions d'habitants. Il y a de ça 15 ans, on jouait encore nos matchs à moitié remplis à Liège, que j'allais voir des fois des matchs de mon frère, stade à moitié vide à Liège, des matchs amicaux, même des matchs officiels et tout. Et 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ils se retrouvaient en demi-finale contre la France. Et je pense que le Maroc aussi, pendant 10 minutes, ils ont peut-être dû pleurer, ça fait mal au cœur et tout. C'est un rêve qui t'échappe des bouts des doigts. Mais après, ce qu'ils ont atteint, je pense pas qu'on revivra ça d'aussitôt. Ouais. Donc forcément, on va avoir un match plus ouvert que le match de phase de groupe, qui avait permis aux deux équipes de se neutraliser 0-0. 0-0. Tu penses qu'on va avoir du foot Il y a une différence qu'on ne cite pas ici avec le Maroc, c'est que pour moi, ils ont un 12e homme. Hein. C'est comme si je jouais à domicile. Hein. Quand on voit le public, les supporters... 45 000 personnes présentes sur les 68 000 que peut recouvrir le stade Al-Bayat, c'est impressionnant. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Jouer à domicile comme une finale de Coupe du Monde. On voit souvent les pays hôtes, quand ils ont un effectif quand même assez intéressant, pas comme ici le Qatar, ils atteignent souvent des 8e ou des quarts de finale, même s'ils sont pas aussi forts que leur adversaire. Mais ici, avec le public qu'ils ont, ça les pousse. Et justement, quand tu es dans le rouge physiquement, c'est le public, c'est le mental, c'est le cœur qui te font bouger. Hein. Tes jambes sont HS. Exactement. Tu n'arrives plus à bouger, mais tu as quelque chose qui te pousse quand même. C'est comme en Angleterre. C'est comme en Angleterre quand tu vas voir des matchs en Angleterre. Quand 90e minute, tu as un mec qui te fait un pressing de 50 mètres. C'est parce que le public qui chauffe. Hein. Bien sûr, même quand tu regardes en Belgique, quand tu regardes le public du Standard ou de Bruges, à plus petite échelle, on va dire, mais c'est le public qui permet aussi de pousser ses joueurs quand ça va pas ou quand il faut qu'ils poussent. Quand l'adversaire en difficulté, c'est le public qui joue. Et là, le public, quand tu as les joueurs adverses qui non-stop qu'ils ont la balle, tu as le public qui siffle ou qui hue, ça pèse aussi. Hein. Non. Vous savez quoi? On va poser la question à Thomas, notre expert. Qu'est-ce qu'il en pense de cette petite finale Croatie-Maroc? Disons que tout a été dit, en fait. J'ai presque plus rien à ajouter.
Le point que j'ai bien aimé que François a abordé, c'est le fait que certes ils vont retourner au pays. Je pense qu'ils vont préférer retourner au pays avec la 3e place, fêter ça avec les supporters, que de revenir en étant 4e. Et ils ont ce petit truc, comme disait François. Pour moi, je pense que le Maroc gagnera ce match et finira 3e. Et ce que j'ai aimé chez Quentin, c'est qu'il y a ce 12e homme, justement, comme il a dit, dans le stade, il y aura presque que des Marocains. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de Croates. Et je pense aussi que la Croatie aura moins d'envie que le Maroc de décrocher cette 3e place. Donc pour moi, le Maroc gagnera cette petite finale. Il s'agira avant tout de sauver l'honneur. Et l'honneur, tu dois le sauver, toi, ici, dans Question pour un expert, mon cher François. Parce que maintenant, je vais te demander de te retourner en face de moi. On va partir pour je dirais un quiz qui va être mythique, puisqu'il concerne des anciens footballeurs professionnels devenus agents de joueurs. Wow. Évidemment, on fait la part belle à notre invité, qui était encore joueur, mais qui est également conseiller. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais est-ce que ça... Ouais, je vois... Regardez cette tête. Zoomez, s'il vous plaît, sur cette tête incroyable de Quentin. On va voir. J'ai pas les questions, donc on verra bien. Il est complètement satisfait. Il y a 3 questions. Voilà. Le premier qui arrive à 2, bien sûr, à gagner. Mais je pense que vous pourrez y arriver, surtout si vous regardez la télévision, parce que ce sont des gens qui sont connus. Voilà. Je vous donne un petit indice. Le premier, en général. On est parti. Ancien international marocain. Je suis consultant pour beIN Sport France durant la Coupe du Monde. Oh ouais, né le 17 avril 1987 à Courcouronnes dans l'Essonne, je fus le capitaine de la sélection des Lions de l'Atlas de 2013 à 2019, pour laquelle je compte 58 sélections, dont 2 buts. Je prends ma retraite sportive à Karamgumruk, en Turquie, en novembre 2021, après avoir remporté 10 trophées majeurs durant ma carrière. J'ai joué avec Cristiano Ronaldo à la Juventus, Manuel Neuer au Bayern Munich. J'ai aujourd'hui lancé ma carrière d'agent de joueur. Voilà! Sous le sceau de MG Group, dont je suis le fondateur. Je suis Mehdi Benatia. Bravo! Bravo, ça fait un point pour Quentin. Oh là là, ça va être dur. Et ben voilà, ça fait déjà un point. Bravo. J'avais le nom en plus sur le bout de ma langue, mais je sais que c'était Ben, mais... C'était compliqué. Je voulais pas se dire... Je sentais que Thomas l'avait, mais je ne voulais pas qu'il le dise. J'attendais qu'un des deux le... Ouais. Ah, il est agent maintenant? Il est devenu agent de joueur, effectivement. Il a notamment collaboré dans le dossier d'un joueur que vous connaissez bien, Ahmed Touba, belge. Qui est parti d'RKC. Exactement, exactement, du côté de Başakşehir. Il a également fait quelques petits transferts. Voilà, Mehdi Benatia, assez connu, bien sûr, légende du football marocain, qui était en larmes à la suite de la qualification pour les demi-finales. Allez, la deuxième. François, je te regarde dans les yeux. Eyes to eyes, my friend. On va le faire. Allez, on se lance. Ancien attaquant de pointe passé par le Standard de Liège, la Gantoise, Galatasaray et Mons. Je suis né à Kinshasa. Un 14 avril 1976, international congolais, j'ai marqué 15 buts en 40 sélections avec les Léopards. Lukunku! Allez, Lukunku! Ben voilà! C'est superbe! Allez, Lukunku! Il est aussi agent? Il est agent joueur, effectivement. Tu m'apprends des choses. Eh ben oui, voilà. Ali Lukunku, champion de Belgique en 2007-2008. J'ai également participé à la Ligue des Champions avec Galatasaray. Je suis aujourd'hui papa d'une fille, Alia, qui s'est notamment fait remarquer pour avoir participé à The Voice France en 2021. Voilà. Ali ça Lukunku. date, ça. Hein. Lukunku, c'est... À un moment donné, il faut retrouver du travail après. Quand non, je veux dire... Tu me sors des noms quand même, faut y aller. Hein. Lukunku, c'est une légende. Lukunku, légende du Standard de Liège. C'est à longtemps. Moi, déjà, je suis pas de Liège. Qui est un des plus grands clubs de Belgique, bien sûr, comme tout le monde le sait. Ouais, c'est un point de vue, ouais. Je dis ça devant François Compagnie. Je n'ai vraiment aucune honte. Allez. Né à Lokeren. Donc c'est 1-1. Hein. Né à Lokeren, je débute ma carrière de joueur au Germinal Beerschot avant de quitter la région anversoise pour les Pays-Bas et l'Ajax Amsterdam. Légende du Standard de Liège. Je fais partie de cette catégorie de joueurs qui ont rejoint l'ennemi. Ah, Yella. Yella comment? Van Damme. Ouais, voilà, c'est gagné. Ding, 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 ding. Bien joué. Et le chocolat sera donné par Ken. Bien sûr, ce fameux chocolat qu'on attend encore. Pour François, s'il vous plaît, Ken. Le chocolat. Merci. Du coup, bien joué. On va s'intéresser à toi maintenant, mon François. On y va. Tu es toujours footballeur, mais tu es en fait conseiller indépendant dans une structure. Voilà, on va dire ça, comme ça. Qui est la structure iGroup, qui représente notamment de très très bons joueurs comme Charles de Ketelaar et notamment Anwar Ait Eladj. C'est ça? Everton aussi. On a pas mal de joueurs. Jan Vertonghen, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que tu le protégeais d'ailleurs, hein, parce que non, un peu son avocat. Non, mais de toute façon, Vertonghen, ça fait déjà des années que je le connais aussi. Hein. Ouais. C'est des gens qui ont grandi avec mon frère en équipe nationale depuis jeune et tout, donc il y a une certaine affinité qui fait en sorte que je ne serai jamais vraiment neutre
à ce Ouais. niveau-là. À quoi ressemble ton job au quotidien? Ta journée, elle commence comment dans ce type de travail? Non, Comment tu mais vis? je suis beaucoup sur le téléphone parce qu'on a plusieurs dans la société. Donc, on a un groupe WhatsApp, enfin un centralisé avec tout le monde. Après, tout le monde a un petit groupe. Moi, j'ai mon groupe avec telle personne de la société, telle personne, avec tel club et tout. Et donc, moi, je suis surtout là pour donner mes conseils d'un premier temps. Mhm. Que j'ai pas encore décidé de prendre le boulot d'agent au sérieux à 100%. Donc ça, pour l'instant, je suis plutôt là, j'apprends, j'écoute beaucoup et je donne mon avis. Mais on va dire, c'est ça pour l'instant, mon boulot, c'est surtout de conseiller les jeunes, parce qu'on a pas mal de jeunes dans la société. Je parle beaucoup avec les jeunes, je leur transmets mon expérience, et surtout les erreurs que j'ai faites. Je leur demande de pas, j'ai fait en sorte qu'ils répètent pas les mêmes erreurs que moi, parce que je l'ai fait pas mal, moi, dans ma carrière. Mhm. Et à l'heure actuelle, c'est ça mon boulot, surtout parler avec les jeunes. Et aussi essayer de créer, par le nom que j'ai aussi parfois, d'essayer de créer des relations entre d'autres agents d'autres pays. Tu parlais de plus-value. Dans tes conseils, tu axes sur quoi quand tu parles à un jeune joueur? Moi, déjà, de un, j'axe, comme ils sont jeunes, donc quand même, je dis déjà, la première chose, c'est qu'il doit comprendre qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Tant que quand tu as 16-17 ans, ça peut encore aller dans tous les sens. Donc, tous nos joueurs qu'on a dans la société, il n'y en a aucun qu'on a demandé d'arrêter les études. De l'inverse, on a une personne à la structure qui est là justement pour s'occuper de tout ce qui est scolaire, qui a un rendez-vous une fois tous les 3 mois avec les directeurs des écoles, Mhm. parce qu'on a besoin d'avoir un suivi aussi, parce que tu vas demander à un élève comment ça a été, il va te répondre quoi. Ça s'est très bien passé, sûrement. Donc on a besoin de savoir la vraie version aussi et d'aider, parce que nous, notre rêve à nous, et du petit, serait qu'ils réussissent en tant que footballeur, qu'ils fassent beaucoup d'argent, qu'ils aient une grande carrière, Mhm. mais il faut aussi préparer et si ça passe pas comme prévu. Des têtes bien faites. Moi, non, c'est une réalité, parce que moi, j'ai vécu ça aussi étant jeune. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu des parents qui ont poussé pour que j'ai mon diplôme. Quand j'avais 14 ans, je pouvais aller à l'Ajax. C'était non, tu restes à la maison, tu vas avoir ton diplôme et tout. Donc, et je remercie mes parents maintenant aujourd'hui, parce que bon, j'ai eu une carrière professionnelle, mais j'ai pas gagné assez pour me dire que plus jamais j'aurais travaillé. Mhm. Donc, les diplômes, la connaissance que j'ai pris à l'école était quand même importante pour gérer l'expérience que j'ai eue grâce au foot et les contacts que j'ai fait grâce au foot. Tu es un vrai connaisseur de football. Qu'est-ce que tu préconises quand tu analyses un joueur pour faire la différence entre le bon talent et le super talent? Comment on fait la différence? D'essayer de trouver le petit truc de plus, que des bons joueurs, tu en as des centaines. En Belgique, surtout les terrains, tu as des bons joueurs. Mais le but, c'est d'essayer de trouver le petit joueur qui a quelque chose de spécial. Quelque chose que tu sais que tu fais ça une fois tous les X temps. Charles, il a quelque chose de spécial. Anouar a quelque chose de spécial. Après, c'est dur. On va pas dire que chaque joueur qu'on ramène dans la société a ce truc de spécial, parce que bon, déjà, on n'est pas seul sur le terrain, en train de se battre pour les joueurs. Et qu'il faut aussi avoir la chance d'être là le jour où le joueur te montre ce petit truc-là. Mhm. On le dit, donc, on l'a dit, tu es consultant donc, pour une société qui s'appelle iGroup, qui A-Group. représente iGroup ou A-Group. A-Group. Voilà. Parce que je le dis en néerlandais, c'est pour ça. Et qui représente notamment Charles de Ketelaar, Jan Vertonghen et tu l'as dit, Anouar Aitelaj. Il y a donc Yama Sharifi et Tom de Mul qui sont je dirais les têtes de pont. Qu'est-ce qui t'a convaincu de les rejoindre eux plutôt que de dire ok, moi je fais autre chose, je vais ailleurs? Quand j'ai eu ma petite période, quand j'ai eu ma période creuse après Rollers, j'ai été approché par pas mal d'agences. Après, j'étais ouvert à parler avec tout le monde, j'ai écouté tout le monde aussi. Mais ce qui m'a convaincu déjà de un, c'est des personnes qui ont plus ou moins la même tranche d'âge que moi, qui sont 2-3 ans plus vieux que moi, donc on parle de la même façon, on échange de la même façon, et aussi surtout qu'ils ont un vécu sportif aussi. Donc j'ai parlé avec des agents que tu vois que plus que tes chiffres, top et tout, mais dès que tu parlais de foot, tu disais mais mon gars, est-ce que tu me parles de quoi? Ouais. Que quand il y avait un agent qui me parlait d'un joueur, il me dit il est rapide, il est fort. Ok, mais son analyse s'arrêtait à il est rapide et il est fort. J'ai dit ça, moi j'ai pas envie de travailler. Tous les jours être assis au bureau en train de parler avec un mec de foot qui connaît rien au foot, je vais me dire c'est bon. À un moment ou l'autre, j'aurais dit c'est bon, arrête de parler, laisse-moi tranquille. Donc voilà, alors avec Tom aussi, surtout avec Yama, parce que Tom il a eu une belle carrière, malheureusement il a eu des blessures. Mais Yama, tout comme moi, c'était un grand talent du foot en Belgique, qui a fait énormément d'erreurs, qui n'avait pas la chance d'avoir une structure autour de lui pour essayer de le tenir un peu. Parfois, il faut quand même
quand on est jeune, tu as des fois besoin de quelqu'un qui te tient par la main pour te dire, fais pas ça, fais ceci. Tu as besoin de parler avec le coach, dis-lui ça. Et Yama, surtout lui, n'a pas eu cette chance-là quand étant jeune, ce qui a gâché sa carrière parce qu'il a fait tête-à-tête avec le papa de Blins. Ah oui, ok. Ouais, quand tu fais tête-à-tête, que tu viens des jeunes de l'Ajax en équipe première, tu fais un tête-à-tête avec des gros noms du club, c'est fini. Ouais, c'est ça, ouais. Et quand on a parlé, on a échangé, on a vu que nos parcours se ressemblaient un peu, mais de façon différente. Qu'on a tous eu pas la carrière qu'on aurait peut-être dû avoir. Tom a eu les blessures, moi j'ai eu malheureusement des personnes qui étaient là pour gérer ma carrière, qui n'étaient pas les bonnes personnes, qui ne faisaient pas assez. Yama n'avait pas les personnes qui étaient là pour le canaliser toute sa folie. Et donc voilà, je pense que quand on a parlé, j'ai parlé avec eux, je me suis dit vraiment avec eux, je pense qu'on va pouvoir faire une belle histoire. Chacun rapporte sa petite part d'expérience de footballeur pro. Et cette part d'expérience-là, c'est très rare qu'on se trompe aussi. Alors, qu'il y a toujours 3 avis différents. Et finalement, après, on fait un mélange de tout ça et on donne une idée. Vous êtes des revanchards, en fait, de ce que je comprends. Ouais, c'est que l'histoire s'est arrêtée trop tôt pour nous tous. L'histoire s'est arrêtée trop tôt pour nous tous. Et on aime trop ce sport pour se dire, on va commencer. J'aurais pu faire d'autres choses. Hein. J'étais bon à l'école. J'aurais pu me dire, je vais travailler dans un bureau, devenir comptable, des trucs comme ça. Mais je me suis dit, non, c'est un monde que j'aime bien. Et je n'ai pas eu cette chance-là d'avoir des gens qui étaient là pour m'aider quand je faisais mes bêtises. C'est une chance maintenant que j'ai envie de donner aux jeunes d'avoir un grand qui a fait des conneries, qui en a fait pas mal, qui en a fait même beaucoup, qui soit là pour faire en sorte que ces petits-là mettent toutes les chances de leur côté pour avoir une belle carrière. On doit te parler souvent, bien sûr, de ton frère Vincent, sans que ce soit quelque chose de pesant, bien sûr. Mais dans ton métier, quand même, se servir de ses conseils, de son réseau, je dirais même des idées qui pourraient être les siennes, c'est quand même une force aussi que tu peux amener dans ton travail. Jusqu'à présent, j'ai pas encore eu besoin de son réseau, mais c'est vrai que ses conseils, bon, soit en tant que pour le métier ou pour dans la vie de tous les jours, c'est mon grand frère qui m'a toujours conseillé, qui m'a souvent conseillé sur mes choix et tout. Dans quelle direction je devais aller quand j'avais un doute, c'est avec mon frère que je parlais. Et je vais pas vous mentir, le nom compagnie est vraiment utile. Dans le monde d'agence, c'est utile. Autant en tant que joueur de foot, c'était vraiment un poids que je portais, surtout en Belgique. Encore, tu sais que la mentalité belge est très compliquée. Ouais, très compliquée. En Belgique, c'était vraiment un poids. J'arrivais partout où j'arrivais, il y avait des a priori, des idées prédéfinies à mon sujet. Mais en tant qu'agent, maintenant, on va dire que, enfin, pas encore agent, mais en tant que consultant, on va dire que je touche mon réseau est plus large que la Belgique. La Belgique, en soi, t'as vite fait le tour. T'as 12 clubs intéressants, t'as fait le tour. Il faut dire la vérité. Donc là, maintenant, le nom compagnie m'aide beaucoup surtout à créer des contacts parce que quand des gens voient le nom compagnie arriver dans un message, ils seront toujours plus ouverts à m'écouter. Après, si j'ai des conneries, bien sûr, à un moment, ils vont dire c'est bon, petit frère compagnie, il nous casse les pieds. Mais pour l'instant, j'ai toujours eu des retours positifs. Donc le nom compagnie, à ce niveau-là, c'est vraiment une plus-value. Ouais. C'est que les gens me laissent la chance de m'exprimer. Quentin, tu as une petite question à poser avant de passer au Super Pari de la semaine? Ouais, c'est justement en lien avec ce que tu disais avant. Si du coup, avec mon frère et tout, tu as sûrement dû connaître de beaucoup de joueurs, même toi-même aussi, qui avaient un avenir, un bel avenir, qui était écrit et tout pour, par exemple, jouer en équipe nationale belge et tout, mais qui n'y a pas arrivé. Donc pour toi, quel est le joueur qui veut dire la plus grosse déception? Je veux dire, qui avait vraiment le talent pour percer, mais qui ne l'a pas fait. Il y en a beaucoup. Hein. Non, il y en a beaucoup. Ouais, déjà, je vais commencer par Anthony Van Ambor. Ouais. Certes, il a été international, mais n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir. Car aussi, justement, il n'a pas eu la chance d'avoir des grands comme nous, maintenant, on est pour eux. Pour la nouvelle génération. Anthony, pour moi, c'est un gâchis immense. T'as Hervé Kadje. Hervé Kadje, c'était le joueur, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai jamais vu un joueur aussi technique que lui en Belgique. Incroyable. Il avait tout pour lui, puissance, rapidité, intelligence, tout ça. Insane. Après, t'as Geoffrey, Moudjanjibia. En fait, c'est toute la même clique, là. C'était vraiment tous des joueurs qui auraient pu jouer dans les plus grands clubs au monde. Malheureusement, à l'époque, on était un peu... Bon, moi, j'avais mon père qui était là, mon père, mon frère, tout ça, mais ils sont pas avec nous dans le vestiaire. Donc, ils sont pas là avec nous au quotidien. C'est comme un enfant, tu peux l'éduquer comme tu veux. C'est pas toi t'es pas H24 avec lui pour voir ce qu'il fait avec ses fréquentations. Et donc, des gens comme Geoffrey, Hervé, Pelé aussi, Pelé, c'était le plus gros talent.
Pelé était même plus talentueux que les Anthony Van den Borre et tout. Mais simplement qu'à l'époque, c'était vraiment nous contre le reste. Quand on est arrivé en jeune, on n'avait pas... Maintenant, quand des jeunes arrivent en première, tu as des gens plus âgés qui viennent t'aider, qui te donnent des conseils. Nous, à l'époque, quand on arrivait en jeune, c'était le petit, il faut qu'on le sorte vite du vestiaire. C'était vraiment ça, on ressentait ça, qu'on sentait la haine des plus anciens parce qu'on venait prendre leur place. Et ils s'attaquaient, c'était de la méchanceté gratuite qu'on vivait. Et des gens comme Anthony, qui ont un caractère très fort, Geoffrey et tout ça, eux, ils réagissaient peut-être de la mauvaise façon. Mais ça, vraiment, je pense que niveau talent en Belgique, t'avais pas plus fort qu'eux. T'avais pas plus fort qu'eux en Belgique. On passe à présent au super pari de la semaine avec Thomas qui voit la France championne du monde, c'est ça? Et je te l'avais dit en haut, je me souviens plus. Mais en effet, ouais, pour moi, ce sera la France, même avant le match contre le Maroc. Et je vais utiliser la phrase d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Deschamps, c'est 3 finales, 2 en tant qu'entraîneur et 1 en tant que joueur. Et comme on dit toujours, jamais 203. Donc pour moi, la France championne du monde. La France championne du monde. On a une petite cote pour ça? Ah ouais, elle est magnifique. Hein. Elle est à 1,90, donc elle est belle. Elle est un peu moins que celle de l'Argentine, mais c'est vraiment du 50-50. Du coup, ça se tente. Ça rejoint l'analyse que vous avez tout à l'heure en plateau. C'est ça, exactement. Assez logiquement, Cocorico du coup. Hein. Cocorico, on va se laisser là-dessus. François, un grand merci pour ta présence. Avec plaisir, c'est chouette, hein, on a passé un bon moment. Bah écoute, merci à toi pour ta gentillesse. Tu seras toujours le bienvenu dans Unibet Clubhouse. Tu es à la maison chez toi. Ça va? Quentin, merci. Avec plaisir. On se retrouve très rapidement dans Unibet Clubhouse pour le Xmas Special. Oui, bien sûr, les championnats reviennent, la première ligue aussi. On va donc parler du Boxing Day dans quelques jours. Salut, salut!